Des synagogues et des hommes. Une série réalisée par Catherine Garçon. En collaboration avec la Fondation Doron. Aujourd'hui, suite de la visite d'Alep. Nous nous retrouvons donc dans cette deuxième émission consacrée à Alep, toujours dans cette synagogue, cette grande synagogue d'Alep, mais nous n'allons plus nous intéresser directement à la synagogue, mais à ce qui a fait sa notoriété de par le monde, ce qui était son trésor, sa couronne, puisque c'était comme ça qu'on appelait le fameux codex d'Alep, c'est ce codex, ce Keter d'Alep, qui est resté dans cette synagogue. On va voir un peu comment il l'a quitté dans des circonstances dramatiques, mais qui est resté pendant presque 10 siècles abrité dans cette synagogue d'Alep. Alors, qu'est-ce que c'est ce codex d'Alep, comme on dit en latin, ce Keter d'Alep, comme certains disent, ou le Keter d'Aram Sova, puisque je rappelle que Aram Sova, c'était le nom qu'on donnait à cette ville d'Alep, à cause, en souvenir d'un général du roi David. Qu'est-ce que c'est? Parce que quelle est l'importance? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que ce Sefer Torah a de plus que tous les autres Sifrei Torah que l'on connaît de par le monde? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est très très simple. Le Keter d'Alep, ce codex d'Alep, ce Sefer Torah d'Alep, est le plus ancien manuscrit biblique intégral que l'on connaisse. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que c'est le premier qu'on ait. Je dis pas que c'est le premier qui a été écrit, parce qu'on sait bien qu'il y en a d'autres qui ont été écrits. Moshe Rabbeinu a commencé par écrire, commencé le premier, Sefer Torah. Maintenant, on parle de ceux qui nous sont arrivés jusqu'à nos jours, c'est-à-dire ceux qui sont venus au monde. Ce Sefer Torah est le plus ancien qui soit non seulement entier, mais aussi où est figuré tout un tas, si j'ose dire, d'annotations, si on veut un peu s'expliquer de manière profane. Qu'est-ce que ça veut dire, ces annotations? C'est-à-dire que il y avait marqué tous les problèmes étaient écrits toutes les indications pour la vocalisation, puisqu'on sait en hébreu qu'il n'y a pas de voyelle, au sens européen du terme, que pour la cantillation, savoir où se trouvait, comment cantiler sur les accents toniques, et aussi pour tout ce qui concerne ce qu'on appelle la Masorah, c'est-à-dire la lecture de ce Sefer Torah. Donc, c'est le plus ancien, et c'est aussi celui qui va être la référence. Alors, pour bien comprendre son importance et pour bien comprendre ce qu'est ce Keter Torah, ce Keter d'Alep, il faut revenir très longtemps en arrière. On va revenir à peu près en l'an 520 de l'ère commune, au moment où, dirons-nous, il y a des troubles en Eretz Israël, et où en fait la couronne de la Torah est en train de glisser de Eretz Israël, a déjà glissé, si j'ose dire, d'Eretz Israël vers les académies babyloniennes. Il y a donc, on a l'habitude de penser qu'il y a eu la floraison en Eretz Israël à un certain moment, avant et après la destruction du temple, et qu'à un moment, dirons-nous, l'autorité halachique et les grands géonim se sont déplacés vers Bavel. C'est vrai, mais c'est vrai à quelques exceptions près. C'est à un moment, il y avait un gaon qui s'appelait Mar-Zutra et qui a été exécuté à la suite d'une révolte dont sur laquelle je ne vais pas m'étendre, dirons-nous. Et sa mère a pris le bébé, la femme de Mar-Zutra a pris un bébé et elle est partie, son bébé est allé se réfugier à Tibériade. Cet enfant a grandi, il s'appelait aussi Mar-Zutra, qu'on appelle Mar-Zutra numéro 2, et il est devenu ce qu'on appelait Resh Pirka. Qu'est-ce que ça veut dire? Rosh Yeshiva, le chef de la Yeshiva de Tibériade. Alors, bien entendu, la tradition, on continue à étudier la Torah en Eretz Israël, mais les grandes académies étaient babyloniennes. Mais il faut savoir qu'il y a un domaine dans lequel Eretz Israël est resté la référence et où l'autorité ne s'est pas
n'est pas parti vers la Babylonie, à savoir l'étude du Tanakh, c'est-à-dire l'étude de la Bible, et l'étude de la grammaire. Tout ce qui concernait Torah chez Béal Pé, la Torah, la Halacha et la Torah chez Béal Pé, le Talmud, les autorités étaient vers la Babylonie. Mais pour ce qui constituait l'étude du Tanakh et aussi la grammaire, les autorités se trouvaient en Eretz Israël et précisément à Tibériade. Et donc, les gens faisaient très attention d'avoir dans ce pays, cet Eretz Israël, des sifrei Torah tout à fait recopiés et tout à fait conformes à toutes les traditions. Et il y avait comme ça tout un tas de précautions qui étaient prises pour les sifrei Torah en Eretz Israël, non seulement pour ce qui est de leur écriture, mais sur la préparation des roseaux pour écrire, sur l'encre, sur le parchemin, et toutes ces préparations donnaient des sifrei Torah qui après étaient vérifiés même de la manière la plus efficace. Et donc, c'est là que va se former peu à peu donc toute cette école, et en quoi ces sifrei Torah étaient d'autant plus vérifiés qu'il y avait donc sur place l'école des grammairiens, qu'on a appelé l'école massorétique, de toute cette tradition de cantillation, de mise d'accent, de mise de voyelles, qui vérifiait vraiment si ces sifrei Torah étaient quelque chose d'important. Et parmi tous ces sages, il y avait une famille qui s'appelait la famille Ben Asher. Et ces Ben Asher étaient en fait les rois, si j'ose dire, les chefs de la grammaire hébraïque, et c'est eux qui fixaient, donc il y avait, par leur étude, qui étaient vraiment des autorités en cette matière. Or, on va arriver, on va voir qu'il y a un lien. Or, il y a eu une fois donc un sofer qui a écrit un Sefer Torah, puisque ces Ben Asher n'étaient pas sofrim, ils étaient grammairiens, et ce scribe, qui s'appelait Shlomo ben Bouya, a fait vérifier son manuscrit, son Sefer Torah, par Aaron ben Moshe ben Asher, qui était un des grands grammairiens, et cette vérification, ce Sefer Torah, tel qu'il était vérifié par Ben Asher, va être le Sefer Torah que l'on retrouvera à Alep, après des pérégrinations dont on va bientôt parler. Donc, ce Keter d'Alep, ce Sefer Torah, va voyager, parce qu'il ne faut pas croire qu'il va être emmené comme ça, parce que, vu la proximité, de Tibériade à Alep par une route directe. Dans l'histoire juive, les choses ne sont jamais très simples, et ce codex d'Alep va se promener. Donc, il est écrit au Xe siècle par le Sofer, il est vérifié par Ben Asher, ce Ben Asher qui est, comme je l'ai dit, un descendant de la famille de Ben Asher qui sont des grammairiens, et lui, il est le plus grand, il est le meilleur, et donc ce Sefer Torah peut faire autorité. On pense qu'il a été volé. À un moment, on ne sait pas très bien pourquoi, et emmené en Égypte. On ne sait pas pourquoi ce Sefer Torah va se retrouver d'Alep en Égypte. Ce qu'on sait, c'est qu'il passe en Égypte et que là, il va rester. Il va rester et le Rambam, on en reparlera, va pouvoir le consulter. Et puis, au XIVe siècle, donc on reprend un petit peu, le petit-fils de l'arrière-petit-fils de Maïmonide, mais on est toujours dans la même famille, lui va partir s'installer à Alep et il va prendre avec lui ce Sefer Torah, ce Keter d'Alep, qu'il va donc donner à la synagogue d'Alep, et donc ce Sefer Torah va rester dans cette synagogue d'Alep il n'y a pas beaucoup d'années où on verra où il va de nouveau avoir à émigrer, mais il va rester donc du XIVe siècle jusqu'en 1947. Alors, d'où on tire que ce Sefer Torah est tellement important, parce que finalement il y en a quelques-uns qui sont pas aussi vieux, mais qui sont assez vieux, et pourquoi celui-là, il a une importance toute particulière. Il a une importance toute particulière parce que, effectivement, on est sûr, puisque c'est marqué, qu'il a été vérifié par Ben Asher, et que, en plus, des Chachamim sont venus encore affirmer l'importance de ce Sefer Torah. Parmi eux, le plus important, on le retrouve toujours quand on parle de ces époques et quand on parle du bassin méditerranéen, c'est le Rambam Maïmonide qui va dire deux choses. D'abord, qui va dire que quand lui, parce qu'il y a une obligation, on sait qu'il y a une obligation a priori pour chaque juif d'écrire un Sefer Torah, et le Rambam va dire que quand lui
il a écrit un Sefer Torah, il va dire exactement, dans une lettre qu'on a retrouvée, c'est sur lui que je me suis fondé pour écrire mon Sefer Torah selon les règles. Alors déjà, première indication, si le Rambam s'en sert, c'est que c'est une référence. Mais ça ne suffirait pas, parce que peut-être que quelque chose que le Rambam aurait fait de manière privée n'aurait pas suffi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Rambam va écrire va écrire des règles pour cette écriture du Sefer Torah, pour cette cantillation, pour cette ponctuation, si j'ose dire, et bon, qu'on en retrouve dans Ilchot Sefer Torah du Rambam, et là, il va faire des déclarations très claires, et là je lis encore une fois, le Sefer Torah sur lequel je me suis appuyé pour donner son rôle est connu en Égypte. Cela, il comprend les 24 livres. Les 24 livres, ça veut dire que ça comprend aussi le Tanakh, pas uniquement Hamisha Chumshei Torah, les 5 livres du Pentateuque, mais aussi toute la Torah. Et celui qui était à Jérusalem pendant de nombreuses années, donc il semblerait que de Tibériade, il ait fait une petite pause à Jérusalem, afin que tous ces rouleaux aient pu être vérifiés, et continue le Rambam, je me suis donc servi de ce Sefer Torah sur lequel tout le monde a une confiance absolue, étant donné qu'il a été corrigé par Ben Asher, qui a travaillé sur lui avec précision pendant de nombreuses années et l'a corrigé de nombreuses fois en le recopiant. Finit le Rambam, je me suis appuyé sur lui pour faire toutes ces règles, donc les règles pour un Sefer Torah. Donc, Ibn Ezra plus tard va redire encore que c'est un Sefer Torah important, et donc il va servir de référence dans le monde entier pour savoir où placer tel accent, ou savoir où placer telle ponctuation. C'est la grande référence. Alors, il est resté là, dans cette grande synagogue d'Alep, pendant des années. Hélas, les choses ne sont jamais simples, et ce qui avait pu durer pendant presque 1000 ans est venu un peu à terme au moment des grands pogroms, enfin des grandes révoltes, puisqu'on peut pas dire pogrom, de 1947, à la suite du vote des Nations Unies instituant le partage de la Palestine. On sait qu'à travers le monde arabe, il y a une révolte, et comme je l'ai dit, une partie de cette synagogue va être détruite. Alors, qu'est-ce qui va arriver à ce codex d'Alep? Ce codex d'Alep, d'abord, va souffrir de cet incendie. Il va souffrir du feu, il va, dirons-nous, avoir certains dommages. Mais, ce qu'on en sait, pour sûr, c'est que des membres de la synagogue arrivent à le sauver, ou à le sauver pendant une grande partie, et vont se diviser entre eux ce Sefer Torah pour que les risques de prise, de capture soient moins grands, et pendant des années, il va rester caché chez des gens. En 1957, les deux Chachamim de la communauté, les deux sages de la communauté, qui s'appelaient Chacham Moshe Tawel et Chacham Shlomo Zafrani, l'ont donné à quelqu'un qui s'appelait Mordechai Faham, et celui-là est arrivé à le faire sortir de Syrie via la Turquie. Pendant plusieurs années, ils avaient hésité si oui ou non il fallait le faire sortir, et ils avaient été directement, ces deux Chachamim, poser leurs questions au grand rabbin Sfarad, qui était à l'époque Ben Sion Meir Chai Oziel, et pourquoi avait-il demandé? Parce que il y avait une malédiction qui était prévue pour celui qui oserait sortir de sa niche, de son endroit, le codex d'Alep. Il y avait une malédiction qui s'appelait que soit maudit celui qui le vole, celui qui le vend ou celui qui le met en gage. Il ne doit jamais être ni vendu ni racheté. Et donc, les Chachamim locaux ne savaient pas s'ils avaient le droit de le faire sortir d'Alep. Ils ont fait donc ce qu'on appelle une chouva, une question, et le grand rabbin Ouziel a dit oui, il faut le sortir. Et donc, en 58, ce codex est arrivé à Jérusalem.
Alors voilà, le codex arrive en 1958 à Jérusalem, et là, ce qui arrive, c'est pas le codex complet. Il manque énormément de choses. Il faut dire qu'au début, ce codex avait 487 pages. Il n'en reste plus que 295. Il y a seulement les 6 derniers chapitres de la Torah qui ont été sauvés, et il y a aussi comme j'ai dit, ce n'était pas uniquement un Sefer Torah, il y avait toute le Torah, la Tanakh, toute la Bible décrite. Il manque aussi des livres comme celui de l'Ecclésiaste, des Lamentations, Esther, Daniel, Ezra et Néhémia. Certains prophètes manquent, comme Ovadia, Yona et Haggai. Il y a des chapitres des rois. Enfin, on peut pas faire un détail. Il manque une partie de ce Sefer Torah. Alors, bien entendu, il est gardé, il est toujours maintenant à Jérusalem, à l'Institut Ben Svi, et ce qu'il faut dire, qu'on ne retrouvera jamais la fin de ce Sefer Torah. Ce qui est sûr, c'est que probablement une partie a été détruite. Néanmoins, on pense que peut-être, encore de ci, de là, on pourrait retrouver certains feuillets manquants. Le Chacham Moshe Taouil, qui était arrivé à faire sortir, donc qui avait posé la question et qui avait donné l'autorisation de faire sortir ce Keter d'Alep vers Eretz Israël, a dit que à Alep maintenant, il est mort, Zichrono Livracha, mais que lui-même n'avait pas dit son dernier mot et qu'il continuait à chercher dans Alep si des morceaux de ce Keter Torah ne pourraient pas être retrouvés afin lui aussi d'être rapatrié pour nous servir encore à nous aujourd'hui de référence. Alors, peut-être, pour terminer, pourrait-on, puisqu'on en a parlé, on ne l'a pas décrit ce Keter Torah tant qu'il était dans toute sa splendeur. C'était un livre avec des feuilles de parchemin qui n'étaient pas très grandes, à peu près 33 sur 25 cm. On pense qu'il en avait environ donc 500 pages et que il était gardé vraiment, c'était le joyau de la communauté d'Alep. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant des années, on n'a donc pas touché, on ne l'a pas bougé, on ne l'a pas vendu, on pouvait le consulter. Mais il n'a pas bougé de cette synagogue d'Alep dont il faisait la gloire, puisqu'il était connu dans tout le Moyen-Orient et dans tout le monde par divers noms. On l'appelait le Keter d'Aram Soba, on l'appelait le Keter d'Alep, on l'appelait le Keter de Ben Asher, des gens l'appelaient le Keter tout court. Il faut savoir que l'imagination populaire ne se contentait pas de penser que c'était Ben Asher qui l'avait vérifié, mais avait carrément dit, il appelait le Keter Ezra, pensant que c'était Ezra Sofer, le grand Ezra dont parle la Bible, qui l'avait écrit lui-même. Donc, ce qui était ce joyau nous est parvenu en partie endommagé à la suite des émeutes de 1947. Ce qu'on peut espérer, c'est que encore dans quelques maisons d'Alep se retrouvent quelques feuilles. On sait qu'il y a eu des gens qui en ont fait des copies et on essaie à la main et on espère toujours que dans des vieilles archives se retrouveront des bouts de ce Keter d'Alep, puisque on pense qu'à l'Alliance peut-être qu'il y aurait peut-être un manuscrit quelque part qu'on n'a pas retrouvé, puisque quelqu'un le mentionne quelque part. Donc vraiment, c'est un travail de chercheur. Ce qu'il faut noter, c'est que malgré tout, une grande partie nous est parvenue, puisque il est depuis 1958 à l'Institut Ben Svi, et que il peut servir de référence, et que même si c'est une grande perte, non seulement historique, mais une grande perte émotionnelle, puisque c'était le plus vieux Sefer Torah, celui, la référence. Il faut savoir que le judaïsme ne vit pas que sur des reliques, et puis que si c'est triste, et que si on peut faire vraiment prier pour retrouver ces feuilles disparues du Keter d'Alep, étant donné que le Rambam, et suite à lui, d'autres Chachamim, d'autres sages, ont pu, grâce à lui, codifier tout ce qui s'appelle la vocalisation, la ponctuation, la cantillation, etc., etc. Rien n'est vraiment perdu. La Torah a pu se transmettre. Le Keter d'Alep a été une de ces pierres qui a permis de passer d'une génération à l'autre, qui a permis qu'un savoir ancien ne se perde pas, étant donné que nos sages nous ont transmis ce que le Keter d'Alep leur avait transmis à eux. Nous pouvons regretter sa disparition. Elle n'est pas désespérante non plus. Il reste juste à espérer que non seulement un jour nous retrouverons les feuillets manquants du Keter d'Alep, mais aussi que nos frères qui sont encore en Syrie pourront sortir de cette communauté d'Alep
dans lesquelles ils sont encore retenus, et encore mieux, qu'un jour nous pourrons revisiter cette synagogue d'Alep quand régnera la paix au Proche-Orient.